Conversation. Donc, bonjour à tous. Quel plaisir de vous voir si nombreux. Donc, moi, je m'appelle Charlie Verstraete. Je suis professeur de français à l'Université américaine de Washington, D.C. et bien entendu membre de Croisement Voix, qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir Estelle Sarabul qui va, je l'espère, nous rejoindre en cours, et aussi Sylvain Dufart qui est avec nous. Donc, un nouvel épisode. euh, Juste avant les fêtes qui arrivent, donc c'est un petit peu Noël qui sonne avant l'heure, n'est-ce pas, avec cette magnifique conversation autour du livre d'Estelle Sarabul et de Sylvain. Donc avant de se lancer dans cette conversation passionnante, je souhaite bien entendu la bienvenue à vous tous, aux nouvelles personnes qui découvrent Croisement Voix. Donc, pour expliquer très brièvement, Croisement Voix est une série de conversations en ligne avec des écrivains, photographes, artistes, chercheurs qui se focalisent sur la Caraïbe et ses diasporas. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre liste d'invités sur le site internet croisementvoix.com ou sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et donc, les conversations se tiennent à la fois en anglais et en français. Donc, la conversation précédente qui était avec Nick Nesbitt, par exemple, professeur à Princeton, était en anglais. Cette fois-ci, place au français avec nos deux invités. Pour rappel, la conversation va durer entre 40 et 45 minutes avec Jennifer et Corinne, avant d'être ouverte au public pendant 15-20 minutes pour des questions-réponses. Nous tenons à remercier aussi les deux sponsors de cet événement, qui sont Washington University in St. Louis et l'Université de Pennsylvanie. Cette conversation, comme je viens de le dire, sera animée par deux de mes collègues, Jennifer Baume-Maquet, professeure de français à l'Université Georgetown, et Corinne Labridi, professeure en français à l'Université de Pennsylvanie. Et je passe d'ailleurs la main à mes deux collègues qui vont introduire non seulement nos deux invités, mais aussi mener la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlie. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux membres de Croisement Voix et aussi bonjour bien sûr à Sylvain et Estelle Sarah qui nous rejoignent aujourd'hui. Je voudrais vous présenter Estelle Sarah Bull, diplômée de Sciences Po Paris et de l'EM Lyon. Estelle Sarah Bull a travaillé pour plusieurs institutions culturelles, dont le Musée du Louvre, où elle fut chargée de mécénat, et le parc Jean-Jacques Rousseau, qui est un jardin du XVIIIe siècle, qui est classé monument historique, où elle fut directrice adjointe. Et donc, Estelle Sarabul a décidé de se consacrer entièrement à l'écriture à partir de 2017. Et depuis la publication de son premier roman, qui s'appelle Là où les chiens aboient par la queue, qui a été publié avec la maison Liana Levy en 2018, et aussi, je dois ajouter, traduit en espagnol et traduit en anglais. Donc, depuis la publication de ce premier roman, elle partage son temps entre l'écriture de romans, de chroniques, de pièces radiophoniques. Elle participe souvent à des festivals littéraires et elle fait aussi de l'animation d'ateliers d'écriture pour les adultes et la jeunesse. Donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir parler de ce projet avec Estelle Sarah et aussi avec Sylvain. Et je vais passer la main à Jennifer qui va présenter Sylvain. Merci beaucoup et merci à tout le monde qui nous rejoint aujourd'hui. Alors, Sylvain Dufart est diplômé de l'Institut de géographie alpine de Grenoble et c'est en autodidacte qu'il est arrivé à la photographie. Sylvain produit depuis près de 15 ans un travail à la lisière entre art et document et il consacre sa démarche au paysage quotidien dont il interroge la fabrique et les représentations collectives. Donc là, le photographe répond à des commandes publiques régulières dans un cadre de travail qui constitue à ses yeux un riche lieu d'expérimentation de la dimension politique du paysage que nous allons également aborder aujourd'hui. Et en parallèle, Sylvain développe aussi un volet plus personnel de son travail dans le cadre de résidences de création. Donc c'est un plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Et je repasse la parole à Corinne pour notre première question. Merci beaucoup. Ok, donc en principe, la question était pour Estelle Sarah et Sylvain, mais je ne suis pas tout à fait sûre que Estelle Sarah nous ait déjà rejoint. Donc, Sylvain, on peut commencer peut-être justement à partir de ce titre, Guadeloupe, paysage intranquille. Et on voulait savoir si vous pouviez partager avec nous votre définition du terme intranquillité.
et la manière dont les paysages peuvent se faire le reflet d'une intranquillité. Alors, écoutez, je dirais merci tout d'abord pour voilà, pour votre invitation ce soir. Je suis absolument ravi d'échanger avec vous et j'espère évidemment qu'Estelle Sarah nous rejoindra pour évoquer ce projet qui a vu se rencontrer, j'ai envie de dire, un travail photographique qui préexistait et le regard littéraire, l'écriture d'Estelle Sarah. On regarde votre question, je dirais que les paysages ont une mémoire, qu'ils se font aujourd'hui le reflet des effets du changement climatique et qu'ils nous posent de nombreuses questions, notamment en regard des enjeux qui sont ceux de la crise climatique. Dès lors, voilà, on pourrait se demander comment ces derniers pourraient se montrer tranquilles. Et c'est ainsi que ce terme d'intranquillité que l'on a choisi de retenir pour figurer dans le titre de l'ouvrage est, est venu, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais en écho en fait à un premier texte qu'Estelle Sarah avait proposé en regard d'une de mes images dès 2020. J'avais envie de dire que ce terme d'intranquillité, il a été aussi retenu, je le crois, en un écho oui, évidemment critique, disons, à la manière souvent voilà, très normée, parfois même caricaturale, avec laquelle les paysages de l'archipel et ceux plus généralement des Antilles sont, sont vus, représentés, vendus, je dirais aussi, soit bien souvent comme des paysages de cartes postales dévolus au loisir. Voilà. Et c'est évidemment sous un tout autre angle que je les ai envisagés dans le cadre de mon travail de photographe et qu'Estelle Sarah, évidemment, euh, les envisage de son côté. Mais ça, elle en parlera elle-même. À vrai dire, le premier terme qui figurait dans l'ouvrage enfin dans un texte, excusez-moi, d'Estelle Sarah, était le terme d'instabilité. C'était un texte qui a été commandé en 2020 à Estelle Sarah par la DEAL, donc la Direction de l'équipement de l'aménagement et de l'aménagement littoral de la Guadeloupe, qui est la structure donc d'État qui est déconcentrée, qui m'a passé commande en 2016. Mais en 2020, Estelle Sarah s'est vu commander un texte en regard d'une de mes images qui figure, excusez-moi, en page, enfin, qui figure dans l'ouvrage. Je ne sais pas si je peux la partager avec vous. En tout cas, c'est une image, excusez-moi, à propos de laquelle Estelle Sarah nous disait, entre autres, c'est évidemment un extrait que je cite là, euh, elle écrivait alors, pour habiter au milieu de cette instabilité, les Guadeloupéens ont dû prendre l'éphémère comme point de départ. Ils construisent dans l'urgence ce qui sera détruit demain, happent ce que les bateaux pressés charroient jusqu'à leurs rives déchiquetées, pensent abri plutôt que maison contre les pluies lourdes et les tempêtes sablées. Ce texte qu'elle a écrit en regard, alors, excusez-moi, oui, je ne sais pas si on peut, est-ce que je peux essayer de partager une image avec vous, enfin l'image en question. Ou alors je vous la montre tout simplement. Dites-moi Est-ce que si... l'image est dans la version du livre? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. On peut Est-ce que vous... partager peut-être. Ouais, vas-y, Corinne. Hmm. Si vous avez la page, en principe, je devrais pouvoir Oui, d'accord, la très montrer. bien. Oui, oui, je vais vous l'indiquer tout de suite, excusez-moi. Ok. C'est une image que j'ai réalisée à Goyave qui figure dans une double page. Alors, excusez-moi, en page 80-81.
en page 80-81 de l'ouvrage. Et c'est donc ce premier texte d'Estelle Sarah est véritablement venu comme en fait de ce premier texte est pour ainsi dire né le projet d'ouvrage, un projet d'ouvrage qui serait consacré à un corpus d'images qui préexistait. Je peux vous en donner les contours, en tout cas le cadre dans lequel il a été produit. Ce sont des photographies que j'ai réalisées dans le cadre d'une commande qui m'a donc été confiée par la DEAL de Guadeloupe à compter de 2016, dans le cadre d'une démarche intitulée Observatoire photographique du paysage, et qui propose de s'attacher au temps long donc du paysage, et par une démarche de chronophotographie, c'est-à-dire que j'ai réalisé en 2016-2017 un ensemble de photographies qui a permis de retenir une centaine de points de vue photographiques constituant ce que l'on appelle un itinéraire photographique, une centaine de points de vue que j'ai refotographiés dans le temps en respectant les cadres d'origine selon le principe donc dit de la chronophotographie, un principe destiné à révéler ce que l'on appelle la dynamique du paysage, c'est-à-dire la manière dont le paysage, sans qu'on ne s'en rende forcément compte, évolue de proche en proche, un peu à l'image d'un liquide qui se déforme comme ça. Et si je parle de cette image et de ce premier texte d'Estelle Sarah, c'est parce que la manière dont Estelle Sarah a considéré cette image et le texte qu'elle en a donné a véritablement déclenché notre désir, mon désir et celui de la DEAL, de penser un ouvrage sensible, j'ai envie de dire, qui envisage la dimension, qui s'attache à la dimension sensible de mon travail et qui fasse toute sa place au texte, à un texte original d'Estelle Sarah. Merci beaucoup, Sylvain. On aimerait d'ailleurs revenir sur cette notion de chronophotographie et vous inviter peut-être à commenter la temporalité de certaines photographies, et notamment le choix de revenir sur certains lieux. On pensait par exemple à la juxtaposition. Alors, je ne sais pas, Corinne, si tu peux peut-être montrer les pages 84 et 85, où on voit le lagon de la Porte d'Enfer en mars 2017, puis en juillet 2021. Et on remarque en juillet 2021 que le site est complètement obstrué par des sargasses. Et on voulait simplement savoir ce qui avait motivé justement cette perspective avant-après. Est-ce qu'il s'agissait de donner à voir un territoire fragilisé et particulièrement vulnérable face au changement climatique? Et enfin, quel serait l'après 2021 selon vous? Eh bien, le fait de revenir sur site, hein, ce site que j'ai photographié initialement en 2010, en 2017 de mémoire, oui, en 2017, en mars 2017, j'ai envie de dire, il faisait partie du protocole, celui qui est celui imposé, on pourrait dire, par la démarche d'observatoire, à savoir le fait de refotographier de façon rigoureuse la centaine de points de vue que j'avais réalisés en 2016. Ensuite, pour faire écho à votre question, quand j'arrive sur site en 2017 et quand je choisis ultérieurement de conserver, je dirais, cette image dans ma sélection, j'entends, je crois précisément, jouer avec les codes qui sont ceux de la carte postale que j'évoquais tout à l'heure. Et je m'attache à figurer la mise en scène d'un paysage tout à la fois remarquable de l'archipel et un paysage protégé. Hein, on est sur un site protégé de l'archipel. C'est ainsi, par exemple, que je fais figurer le banc. Je ne sais pas si on s'est arrêté sur l'image. Ça serait peut-être intéressant pour en parler. On est en page 84-85.
Allô? Oui, vous m'entendez? Estelle, Sarah, vous êtes Oui, là. bonjour, Oui. excusez-moi, j'avais des gros problèmes techniques, je n'arrivais pas à vous rejoindre. C'est pas un souci. On a commencé Bonsoir, sans vous, Estelle mais on va Sarah. vite Oui, c'est rattraper. normal. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bonsoir à toi. Et on a la Voilà, photographie, donc c'est parfait. Merci, Corinne. je, on peut prendre le temps d'accueillir Estelle Sarah, ou je poursuis peut-être sur ce diptyque. Je disais, effectivement, j'ai pris soin en 2017, lorsque j'ai photographié cet espace pour la première fois, effectivement, de faire figurer ce banc en partie droite de l'image, afin d'évoquer un petit peu comme ça la mise en scène qui s'attache effectivement à ce type de site extrêmement fréquenté, extrêmement beau. Et j'étais alors très loin d'imaginer qu'effectivement, en revenant en juillet 2021, 3 ans plus tard, je photographierais effectivement ce que j'ai photographié et qui a été évidemment, qui nous a offert l'opportunité dans le cadre de l'ouvrage de révéler pardon, les enjeux effectivement révéler, de faire écho en tout cas à une problématique majeure pour le territoire, à savoir effectivement l'accumulation très régulière ces dernières années de sargasses sur les côtes de l'archipel, et de faire écho aux conséquences d'un enjeu bien plus global, à savoir le fait qu'effectivement l'arrivée massive de ces sargasses est un lien probable, évidemment, avec le réchauffement de la planète. Cette image est une image ce couple d'images, c'est ce qu'on appelle une diachronie. Oui, cette diachronie a quelque chose de effectivement très, je crois, spectaculaire et saisissant. Alors, c'est un lieu que j'ai refotographié en 2022. Les sargasses étaient présentes, c'était un petit peu moins spectaculaire. Et c'est un lieu que possiblement, évidemment, je serai amené à refotographier lors de possibles campagnes ultérieures. Merci. Donc, pour peut-être accueillir Estelle Sarah de façon officielle, Estelle Sarah, nous avions demandé déjà à Sylvain quelle était sa définition du terme intranquille ou intranquillité. Et nous serions curieuses de savoir quelle est la vôtre. Alors moi, concernant spécialement la Guadeloupe, j'ai évidemment un lien très intime et très personnel puisque c'est l'île de naissance de mon père. Et c'est une île où je vais tous les ans ou tous les 2 ans depuis que je suis toute petite. Donc ça fait 40 ans que je la fréquente. Et sur 40 ans, ben, j'ai vu effectivement les changements très brutaux que subissait ce minuscule territoire, avec à chaque fois des arrachements de cœur, puisque d'une année à l'autre, quand je revenais, puisqu'on n'y allait que pour les vacances, puisque j'habite en France hexagonale, d'une année sur l'autre, on voyait les changements très, très intenses qui se produisaient sur l'île. Et même moi, j'en avais le souvenir encore avant, j'en ai le souvenir quasiment sur 100 ans, puisque mon grand-père est né en 1900 et il est mort en 2004. Donc j'ai eu le temps vraiment de connaître la Guadeloupe que lui avait connue, ce qu'il m'en avait raconté, ce que j'en voyais moi petite, ce que j'en ai vu à l'adolescence et ce que j'en ai vu adulte et ce que j'en montre aujourd'hui à mes enfants. Donc l'intranquillité, c'est le fait de me dire chaque année quand je reviens, ça aura encore changé, je ne retrouverai plus ce que j'avais vu l'année d'avant. C'est un écosystème tellement fragile que le moindre changement, il fait a des conséquences très importantes, quoi. Et notamment, je me souviens que petite, mon père m'emmenait dans la plage où lui-même allait petit, qui s'appelle la baie du Moule, pas loin de Morne-à-l'Eau.
qui était une plage magnifique et très tranquille, avec une baie qui continuait très loin, ce qui fait qu'on pouvait marcher longtemps dans l'eau, en ayant jusqu'aux cuisses grand maximum. Donc, c'était très sécurisant, notamment pour les enfants. Et il y avait une rivière qui se jetait dans cette eau, donc c'était très beau. Et bah, au cours du temps, on a vu un complexe hôtelier se construire et ravager complètement cette plage et rendre cet endroit idyllique complètement dangereux parce qu'ils ont creusé, ils ont enlevé des tonnes de sable, ils ont construit des digues pour mettre ces énormes bâtiments de béton. Et puis le projet, comme beaucoup de projets là-bas, n'a pas abouti. Il y avait une question d'exemption fiscale qui fait qu'une fois que l'exemption n'était plus là, le promoteur est parti, c'était des Hollandais, et a laissé la plage telle qu'elle, c'est-à-dire très dangereuse avec des trous. Et bah, une année, on se baignait là et tout d'un coup, on a vu une main sortir de l'eau et c'était une femme avec son enfant qui était en train de se noyer. Et c'est mon père qui a plongé. Il a réussi à sauver l'enfant, je crois, mais pas la mère. Donc voilà, une plage qui était idyllique, que j'ai connue très belle, où je me suis baignée petite sans danger. 10 ans plus tard, bah, j'y voyais un mort à cause des trous qui avaient été faits. Et aujourd'hui, c'est une plage qui n'existe quasiment plus touristiquement, parce que quand je passe devant, c'est quasiment un marécage saumâtre, quoi, à cause de ces travaux. Donc ça me fend le cœur et l'intranquillité pour moi vient de là, de ce genre d'expérience assez traumatisante. Mais vraiment inscrite dans le temps et c'est pour ça que vraiment par rapport à la question de la temporalité dont on parlait tout à l'heure, on voit cette évolution au fil du temps dans cet ouvrage photographique que vous avez composé avec Sylvain. Et on Oui. voulait vous demander justement, Estelle Sarah, puisque vous parlez dans la préface d'une nature marquée par la présence humaine, et là vous parliez juste avant de la construction d'un complexe hôtelier et puis finalement des transformations, des bouleversements profonds que vous avez pu constater au fil du temps. Et Mhm. nous, finalement, on ne pouvait pas s'empêcher de penser au parallèle qu'Édouard Glissant dresse entre paysage et histoire, quand le paysage devient le témoin, parfois, souvent, silencieux de l'histoire humaine et notamment de ses douleurs. Et donc, on voulait vous demander à tous les deux, finalement, d'en dire davantage sur les continuités, mais aussi les moments de rupture que vous voyez entre les réalités humaines et le non humain de l'autre côté. Merci beaucoup. Sylvain, tu veux commencer? Oui, j'allais vous demander, est-ce qu'il serait possible, en écho à ce que tu viens de nous dire, Estelle Sarah, de simplement jeter un œil à la série chronophotographie qui est présentée dans l'ouvrage en pages 38 et 39, qui représente la mare de Pliane. Euh, je ne sais pas si c'est possible On de... va, on Voilà, travaille c'est dessus. simplement, Ouais. c'est pour évoquer effectivement cette façon dont, y compris de façon extrêmement spectaculaire, des lieux ont pu changer et sont évidemment concernés aujourd'hui par, quelque part, par un modèle urbain, évidemment, qui partout s'impose. Désolée, mon Internet est instable en parlant d'instabilité et Pas d'intranquillité, de... Oui, c'est ça. mais, mais je vais pouvoir les montrer dans une seconde. En tout cas, en attendant effectivement qu'on puisse euh, s'emparer de cette série d'images, moi en écho à votre question, j'allais dire que les paysages auxquels je m'attache dans mon travail sont des paysages que je qualifierais aujourd'hui d'hybrides, c'est-à-dire des paysages qui sont évidemment voilà, le fruit d'une sorte de coproduction entre nature et culture, c'est évident. Euh, voilà, et merci bien. Et c'est vrai que je pensais à cette série d'images pendant que tu parlais, Estelle Sarah, parce que cette image que j'ai réalisée en 2017 sur la commune de Sainte-Anne, si vous la passez en noir et blanc, c'est une image qui fait écho, pour ainsi dire, à la Guadeloupe, effectivement rurale du début du XXe ou peut-être même antérieur. C'est un lieu que j'ai refotographié
en juillet 2018 et qui donnait alors à voir on va dire, le rythme plutôt écologique de cette mare. C'est une mare située en, je dirais, dans une réalité périurbaine. Donc, mais j'étais loin d'imaginer qu'en 2021, à mon retour, ce lotissement serait construit. Et c'est vrai que vous nous interrogiez là autour des notions de fracture et de rupture. Il y a dans les séries chronophotographiques de l'Observatoire des images ou des couples d'images comme ça qui sont assez spectaculaires, voire relativement choquants, même si ils ne font que révéler une dynamique qui, voilà, celle de l'urbain généralisé, qui partout gagne sur qui parcourt, voilà, gagne sur des secteurs plus naturels, provoque euh, effectivement l'artificialisation des sols, etc. Mais moi, j'aime à parler quand on parle de paysage, à parler plutôt de continuum, autant spatial que contemporain. Je préfère m'attacher à des paysages comme à des seuils successifs, finalement, plutôt qu'à des espaces que l'on pourrait qualifier de façon séparée et délimités, comme des boîtes hermétiques comme ça qui se juxtaposeraient. Et c'est ce que l'on voit dans le temps, quand on évoque la dynamique du paysage, comme ça, de paysage qui se transforme de proche en proche. Et c'est ce que l'on voit quand on s'attache, comme je le disais, à des espaces de lisière, à des entre-deux, qui nous disent un petit peu les tensions qui sont à l'œuvre. Voilà. Les tensions dont d'ailleurs, Estelle Sarah, tu parles très très bien dans un de tes textes. Mhm. Oui, oui, puis moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a un décalage entre le paysage mental qu'ont les habitants et aussi d'ailleurs les Français, le reste des Français qui viennent en vacances en Guadeloupe, et la rapidité des changements. C'est-à-dire que souvent, ben, voilà, les habitants qu'on va mettre dans le lotissement que tu montres à la page suivante, Oui, ben, c'est des gens qui, voilà, qui vivaient 5 ans avant encore dans un paysage rural, complètement rural, sans bâtiment. Alors, qu'est-ce que ça fait dans les esprits quand tout d'un coup, violemment, on passe d'un paysage rural à un habitat qu'on pourrait, je dirais, aussi bien retrouver dans une banlieue française hexagonale. Qu'est-ce que ça fait voilà, à la psychologie des gens et la rupture avec ce qu'ils ont toujours connu? Quand je parle aux gens, souvent, je sens un hiatus, notamment les enfants, entre la Guadeloupe qu'on leur présente toujours avec ses traditions, le sens de la famille, l'attachement aux anciens, etc., etc. Et puis leur vie qui souvent se trouve dans des HLM où chacun est chez soi, où il n'y a plus du tout cette convivialité qu'il y avait avant et où c'est une vie effectivement urbaine qui ressemble plus à ce que l'on trouve dans l'Hexagone. Je sens qu'il y a un décalage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je crois que les changements urbains sont plus rapides que le changement dans les têtes. moi, ça, c'est une dimension qui m'intéresse énormément dans le, dans le travail que j'attache au paysage, à savoir la manière dont c'est John Brinkerhoff Jackson qui parlait comme ça des frottements, donc cet historien américain du paysage qui, euh, qui parle de ces frottements parfois violents qu'il peut y avoir, ou de cette confrontation qu'il peut y avoir entre paysage politique, celui de la programmation territoriale, et paysage vernaculaire, voilà, celui des usages, celui des pratiques. Et ça, dans les photographies qui sont rassemblées dans Paysage intranquille, il y a de nombreuses images comme ça qui
dans lesquels je m'attache à ces questions-là, que ça soit à l'endroit de cheminement alternatif, autres que ceux effectivement prévus le long des routes, parce qu'il faut bien aller du centre commercial à la zone d'habitation et sans faire absolument tout le tour. Voilà, ou peut-être de façon plus spectaculaire sur d'autres clichés. En parlant peut-être justement des éléments de ce paysage et comment ces éléments marquent le changement, nous avions été étonnés par une formulation de Estelle Sarah. Estelle Sarah, vous écrivez, le béton défait ne veut pas mourir. Il continue à gagner quelques batailles. Quand les humains auront retrouvé autre chose, le béton sera vite dispersé par le vent, la pluie et le sel, alliés éternels. Et pourriez-vous évoquer peut-être encore un peu plus la politique d'aménagement urbain du territoire et les différentes formes de violence sur l'humain et le non-humain que cette urbanisation entraîne? Et quelles seraient peut-être quelques alternatives potentielles? Mhm. Oui, quand je parlais de ça, alors je m'attachais aussi bien aux photos de Sylvain qu'à mes souvenirs, parce que les photos faisaient remonter des souvenirs même assez récents, hein. Moi, j'ai vu vraiment le béton envahir la Guadeloupe, mais effectivement comme une aspiration à mieux vivre, puisque les gens passaient de la case traditionnelle en bois avec un toit de tôle, comme on voit sur les photos actuellement, à une maison en dur, un peu à l'hexagonale, plus grande, avec des pièces pour les enfants, etc. Et donc ça, c'était grâce au béton, qui n'est pas nouveau hein, dans l'île, puisque les églises d'aliture, qui datent du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe, et qui parsèment l'île, sont déjà en béton armé. Mais c'est vrai que ça s'est démocratisé, entre guillemets, au cours des années 70 et 80. Et là, tout le monde a voulu avoir sa maison en dur, donc en béton, à la place de la case traditionnelle, voilà, comme on voit là, parce que c'était signe d'amélioration sociale et de sortie de la ruralité. Le problème, c'est que le béton et le climat tropical, ça va mal ensemble. Et c'est des choses qui ont très mal vieilli. Encore là sur la photo, la maison au premier plan est en bois, hein. Donc c'est l'arrière qui est en béton. Et donc le béton, ça se craquelle, ça se fissure face aux assauts du sel, de la mer, du vent. C'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de circulation de l'air pour garder la fraîcheur, contrairement au bois. Même si on adapte, par exemple, aux Antilles, le béton, il va être laissé souvent tel quel, il ne va pas être peint, en tout cas l'intérieur des maisons, pour que la fraîcheur puisse continuer à passer, l'humidité, contrairement à la peinture qui va avoir tendance à isoler hermétiquement. Bon, et tout ça vieillit assez mal. Je pense que effectivement, à terme, d'autres solutions devraient être trouvées. Notamment, moi, j'ai une grand-tante qui habite dans un HLM de Pointe-à-Pitre, dans une cité qui est vraiment connue comme une des cités les plus délabrées et qui n'est pas vieille, hein. C'est une cité qui a 30 ans, mais qui est extrêmement délabrée, où tous les bâtiments sont en béton et donc fissurés, vraiment insalubres. Donc, c'est des choses qui, à mon avis, ne pourront pas tenir longtemps. Les alternatives, ben, je sais qu'il y a des architectes, des jeunes architectes qui travaillent à des matériaux plus durables, plus écologiques, mais je n'en sais pas beaucoup plus parce que si c'est pour aller couper du bois au Brésil, c'est pas beaucoup mieux. Donc, il faut des alternatives dans la région. Donc là, on se retrouve confronté, comme d'habitude, à l'exiguïté du territoire. On ne peut pas faire pousser des forêts en Guadeloupe utilisables pour construire en bois. Donc il y a sans doute le bambou,
Je pense qu'on revient à la tôle qui a finalement a ses avantages aussi. Voilà, ma grand-tante habite dans une de ces cités là que vous voyez. Donc pour être allé à l'intérieur, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus adapté à un climat tropical. Donc voilà, je sais qu'il y a des jeunes architectes qui travaillent sur des solutions alternatives, mais là peut-être que Sylvain en sait plus que moi, je sais pas. Moi, ce que j'allais dire sur cette question, c'est que dans le cadre du travail, effectivement, qui, comme je le précisais en introduction, est issu d'une commande, une commande publique, une commande on va dire, d'État, évidemment, la démarche se veut donc, documentaire, ce qui n'empêche pas la critique, mais disons, moi, ma posture de photographe, c'est une posture qui me conduit à photographier les espaces auxquels je m'attache avec la même attention pour effectivement donner à voir euh, une diversité de typologie d'habitat comme de typologie d'espace. Mais c'est vrai que en écho à ce que vient de nous dire Estelle Sarah, j'ai envie de dire le combat à l'œuvre voilà, entre force naturelle et puis euh, construction, artificialisation des sols est lisible est lisible partout dans la série. Et on sent, pour revenir à votre question, au titre de l'ouvrage, on sent évidemment cette instabilité qui partout finalement s'exprime. Voilà. J'ai en tête une image sur laquelle vous êtes passé juste avant, mais qui est qui est l'image qui est présentée en page 86-87, et qui comme ça interroge, qui est une image d'ailleurs que j'avais un temps imaginé comme pouvant figurer en couverture de l'ouvrage. Voilà, c'est cette image-là qui vient un peu qui est une image assez aride, on pourrait dire, mais qui vient un peu comme une allégorie de mon point de vue de cette façon comme ça de ce combat à l'œuvre, ce combat dont je parlais auparavant, et de finalement, voilà, cet homme qui sort de ces herbes au centre de l'image, au milieu d'une rivière voilà, de béton ou de bitume. Il y a quelque chose comme ça, évidemment. Alors, ça n'a rien de très original, hein. Le travail que je conduis en France hexagonale, ici ou là, évidemment, propose bien souvent des situations semblables. Mais ce qui m'a évidemment, moi, marqué, moi qui n'ai pas d'origine locale en Guadeloupe et qui découvrait ce territoire quand j'ai commencé à y travailler en 2016, c'est évidemment la force propre au climat tropical, un climat tropical, évidemment la force et des résistances du végétal, voilà, qui, comme je le dis voilà, dans mon texte, trouve, j'ai envie de dire, malgré tout, à résister. Voilà. On Moi, avait j'aime justement beaucoup... été... Ah, Pardon. pardon, excusez-moi, Estelle, ça. Je vous en prie. J'aime beaucoup cette photo, moi, pour le cadre aussi publicitaire vide que l'on voit à gauche de l'image. Parce que la publicité, c'est un des autres fléaux de l'île, puisqu'elle est très, très envahissante. Il y a des panneaux publicitaires partout, le long des routes, et ça distrait même la conduite, je trouve. Et ça, c'est quelque chose dont on aimerait pouvoir parfois se reposer les yeux. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes règles que dans l'Hexagone, c'est beaucoup plus anarchique. En tout cas, la publicité est extrêmement présente sur beaucoup de sites, sauf les sites un petit peu protégés touristiquement. Mais sinon, voilà, le long des routes, on en voit beaucoup, beaucoup. En page 28, on voit ça très très bien, pour le coup, avec des panneaux qui, eux, sont bien nourris et nombreux, comme tu le dis, Estelle, ça, du côté des abîmes. Effectivement, il y a une succession de panneaux comme ça. Voilà, Voilà. Ouais. nous y voilà. Petit écho amusé. Celui-ci nous avait frappé justement, je crois on l'avait intégré dans notre présentation au départ.
Et justement, cette recherche du chemin de traverse, de la trace, comme tu disais, Corinne, aussi dans tes questions, on a en effet le béton, mais en attendant, vous avez aussi l'objectif qui parfois justement décale et désoriente et qui permet peut-être de proposer une autre visualité aussi de ces territoires. On voulait poser une question, une dernière question peut-être avant d'ouvrir la discussion à notre public. Et simplement revenir sur ce que vous disiez, Sylvain, concernant votre démarche documentaire. Et à cette démarche documentaire semble finalement s'ajouter aussi une démarche biographique ou même autobiographique. Et Estelle Sarah, d'ailleurs, vous mentionnez à plusieurs endroits de notre entretien déjà des récits personnels qui vont intégrer des membres de votre famille, par exemple, ou vos expériences personnelles. Et le livre se clôt sur un émouvant texte autobiographique que vous avez écrit. Et donc, si les humains sont finalement relativement absents du cadre photographique, ils semblent prendre de l'épaisseur affective sous votre plume. Ils ont par exemple les traits de votre père, les traits de votre mère et également de votre grand-père. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire davantage sur la décision de partager cette intimité dans le cadre de ce projet photographique? Merci beaucoup. Ben oui, moi, c'est ce que j'ai aimé sur ce travail sur les photos de Sylvain, c'est que Sylvain a un regard extérieur. Il arrive sur un territoire qu'il ne connaît pas et il photographie ce qui le touche, ce qui lui semble intéressant. Donc voilà, c'est un regard neuf sur ce territoire, mais un regard qui est acéré et qui montre des choses. Et moi, j'arrive après coup, je regarde la série et toutes ces photos me rappellent des choses au contraire très intimes, très vécues, au point que j'en ai les larmes aux yeux parce que chaque photo me rappelle quelque chose et une réalité de l'île. Donc j'aimais beaucoup justement cette complémentarité entre voilà, la venue de quelqu'un qui pose le regard pour la première fois sur un paysage et qui en photographie ce qui lui semble intéressant, même si c'est dans le cadre d'une commande, hein, ça peut être une commande très fructueuse. Et puis moi qui arrive derrière, qui regarde ces photos sans connaître le travail préalable de Sylvain ou le texte de la mission qu'on lui a commandée, et qui voit tout de suite des choses qui me parlent et qui sont typiques de ce que je connais de la Guadeloupe. Donc voilà, j'étais très heureuse de pouvoir confronter son regard neuf avec mes souvenirs anciens. Bah, alors moi, de mon côté, ça a été vraiment un plaisir en regard parce que, comme tu le dis, Estelle Sarah, enfin, la rencontre a été, le principe était très simple, hein, le corpus d'images existait. Pour ce projet livre, l'idée était de, de tirer de ce travail, effectivement, de commande, une série photographique originale et qui existe pour elle-même, par elle-même, et d'en confier de la confier au bon soin d'Estelle Sarah pour que tu nous proposes effectivement des textes en regard. Et lorsque j'ai découvert les textes qu'Estelle Sarah donc, nous a communiqués, ça a été pour moi vraiment un plaisir absolument rare parce que j'ai trouvé que tu considérais mes images avec voilà, une grande acuité pour ensuite les habiter, hein, comme sont certains des paysages que je photographie, et pour ensuite littéralement les traverser et aller, comme tu le dis très bien, vers ta propre histoire, vers celle voilà, de ta famille. Et, euh, et effectivement, avec au travers nous emmène voilà, dans une intimité très, très forte. Et si mes images, effectivement, si mon regard, enfin, sont le fruit, on va dire, d'un regard assez distancié au paysage, euh, je m'intéresse vraiment, véritablement au paysage comme lieu, hein, comme le dit également comme John Brinker Jackson, que je citais tout à l'heure, il y a vraiment cette dimension de paysage comme lieu, non pas comme, de paysage comme cadre. Euh, et, hum, et je porte aussi, quand bien même c'est à distance, une grande attention aux présences qui habitent effectivement mes paysages. Et la manière dont tu nous emmènes
cette très grande intimité que j'évoquais, et puis cette dimension politique aussi que tu apportes comme un prolongement comme ça à mes images, à ce que j'ai pu voir parfois, ne percevoir, mais sans tout à fait le comprendre, et que tu viens révéler, éclairer, et voilà, a été pour moi un véritable plaisir. Et ça, évidemment, j'espère que c'est un plaisir qui est partagé. On espère que c'est un plaisir partagé par les lecteurs de l'ouvrage, voilà, qui est une chose qui a été importante à mes yeux dans la collaboration, parce que c'est une chose qui ne s'exprime pas toujours lorsqu'on parle de livres de photographie et de mise en regard de textes. C'est les choses ont été très simples entre nous parce qu'en fait, je crois et on en a discuté, on a travaillé cette question avec l'éditeur, avec Gérard Lamoureux, l'édition Longcourt. C'était véritablement que nos deux propos d'auteurs, via des médiums effectivement différents, se regardent à hauteur, comme ça, sans assujettissement de l'un à l'autre. Et voilà, sans logique d'illustration, sans logique de redite ou de commentaires. Et ça, c'est évidemment, enfin, à mes yeux en tout cas, une des vertus de l'ouvrage, ou en tout cas voilà, de ce que l'on a essayé de faire ensemble. Mais je dois dire que ça a été d'autant plus fructueux que là, pour mon prochain roman qui sort le 4 janvier, mon éditrice a tout de suite pensé à prendre une des photos du livre. Et donc, c'est de nouveau une photo de Sylvain qui illustrera la couverture du roman à sortir. Donc, c'est Et j'en dire suis combien ravi. ces photos ont touché quelque chose qui travaille mon imaginaire. Alors, Merci. c'est parfait. Justement, on a une question sur ça, mais je pense que vous avez posé les termes de ce projet d'une manière qui était justement très... c'est ce qui nous a émus, c'est que ce projet n'est pas facilement catégorisable. Et je pense que c'est vrai pour la Guadeloupe aussi, n'est-ce pas? Comme Sylvain avait dit, il y a des clichés qu'il faut déconstruire et je pense que justement le projet en sa forme même ressemble beaucoup à la Guadeloupe. Donc justement, qu'est-ce qui se passe pour vous deux? Donc on entend qu'il y aura un roman qui sort en janvier et puis aussi, Sylvain, quel sera votre projet prochain? Estelle, si tu veux évoquer le projet auquel tu fais. Voilà, non, moi, donc mon roman qui se passera de nouveau en Guadeloupe sur un événement très précis qui s'est passé en juillet 76. Alors, juillet 76, ça vous dira peut-être rien ou vous pouvez penser à la canicule qui a frappé l'Hexagone cet été-là. Mais en Guadeloupe, c'est une date qui parle à tout le monde puisqu'en juillet 76, la Soufrière, donc le volcan qu'a très bien photographié Sylvain, a commencé à montrer des signes d'activité plus intense que la normale. C'est un volcan qui est toujours en activité, hein, mais là, en ce mois de juillet, ça a été vraiment assez intense avec des colonnes de fumée très fortes, un début d'éruption de cendres, ce qui fait qu'on s'est beaucoup inquiété, d'autant plus qu'il y a la ville de Basse-Terre qui est juste sous le volcan. Et donc, pendant plusieurs mois, la tension et l'inquiétude sont montées au point qu'on se demandait s'il fallait évacuer toute la zone, à savoir 70 000 personnes. Et donc, à ce moment-là, la France a dépêché sur place deux savants éminents, Haroun Tazieff, qui était un volcanologue très connu de l'époque, qui baroudait sur tous les volcans du monde, qui était voilà, considéré un peu comme un héros des volcans. Et puis Claude Allègre, qui était un jeune scientifique qui plus tard est devenu ministre, enfin, les deux sont devenus ministres de toute façon, qui lui était plus un scientifique moderne qui avait fait ses études aux États-Unis, qui travaillait plutôt en laboratoire. Et les deux sont arrivés. Le premier, Haroun Tazieff, a dit non, il faut rien faire, il va rien se passer, faut pas déplacer la population. Et le deuxième, Claude Allègre, a dit mais si, là, au vu des analyses, ça va être une catastrophe, il faut absolument évacuer tout le monde. Et la population était entre les deux, en se demandant ce qu'il fallait faire. Finalement, c'est Claude Allègre qui a eu gain de cause et 70 000 personnes ont été évacuées en quelques semaines. Donc, vous imaginez sur ce petit territoire, voilà encore
un bouleversement qui tout de suite laisse des traces, hein, puisque c'est comme si on recevait 70 000 migrants sur un tout petit territoire, parce qu'ils sont tous allés de l'autre côté de l'île, dans une Guadeloupe qui à l'époque était encore très rurale. Donc, c'était les cases, justement, ce n'était pas encore les bâtiments. Donc, il a fallu accueillir tout le monde et il y a eu une grande solidarité de la population. Et un traumatisme quand même pour tous ceux qui devaient tout laisser derrière eux sans savoir ce qui allait se passer. Donc on laisse les animaux, on laisse sa maison et peut-être que tout va être recouvert de cendres. Et finalement, inexplicablement, vu les signes qui étaient envoyés par le volcan s'est rendormi. Il n'est pas rentré en éruption. Et donc, tout le monde a pu rentrer chez soi. Il n'y a pas eu un seul dégât matériel. Il n'y a pas eu un mort. Il y a eu quelques animaux qui sont morts dans la campagne parce qu'ils avaient été laissés à l'abandon. Donc, des vaches, des chèvres, des cochons. Mais sinon, pas de dégâts. Si ce n'est que la ville de Basse-Terre, depuis ce moment-là, les gens ont décidé que c'était trop dangereux et qu'il fallait délocaliser toutes les activités économiques et portuaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la ville vivote, mais n'est plus du tout ce qu'elle a été avant 76. Donc, c'est comme si le volcan l'avait quand même impacté, même sans éruption. Et il se trouve que 76, c'est l'année aussi où moi, je suis allée pour la première fois en Guadeloupe et où mon père retournait là-bas après 17 ans d'absence. Donc, il est parti à l'âge de 17 ans et il revient à 35 ans, marié avec 2 enfants. Il était parvenu dans l'intervalle. Donc, on était logé chez mon grand-père dans sa case. On devait être 4 dans sa toute petite case. Et puis, on a accueilli une dizaine de personnes qui fuyaient le volcan. On s'est retrouvés à 15. Et ça a été, ma mère arrivait pour la première fois en Guadeloupe et ça a été pour elle une année merveilleuse. C'est-à-dire que ce qui aurait pu paraître un peu inconfortable, catastrophique, avec la menace volcanique, arriver dans un territoire qu'elle ne connaît pas du tout, finalement, ça a été un éblouissement et ça a été une plongée directe là, dans la vie des habitants. Et elle a adoré ça. Donc voilà, mon roman, excusez-moi, j'ai été un petit peu longue, mais c'est le contexte de mon roman sera celui-là, même si je ne parle pas spécialement de ma famille, mais de populations qui sont prises dans ces 3-4 mois d'anxiété et d'incertitude sur ce que va faire le volcan. Et donc on va suivre un petit peu à la fois l'éruption du volcan. Est-ce que cette éruption ou l'attente de cette éruption fait ressurgir aussi de traumatismes plus anciens sur l'île? Voilà, et donc la couverture, c'est une photo retravaillée de la soufrière, du cratère de la soufrière pris par Sylvain. Oui, écoutez, pour ma part, je ferai simplement écho à un projet qui va faire l'objet d'une exposition donc en Anjou et au CAUE, donc au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Maine-et-Loire, et une prochaine publication apparaître aux éditions nantaises, donc 303, travail que j'ai réalisé dans le cadre d'une récente résidence donc en Anjou, qui est une résidence qui était consacrée aux mémoires industrielles de ce territoire, donc où il est également question quelque part évidemment de la mémoire des paysages, et notamment ces mémoires industrielles sont celles en fait de l'extraction, de l'exploitation du fer et de l'ardoise en Anjou. Et voilà, c'est le cadre d'un travail c'est un travail qui m'a offert un cadre de travail tout à fait différent de celui qui était celui dans le cadre duquel j'ai travaillé en Guadeloupe, et qui m'a permis de prendre des détours, de passer par l'archive, de réaliser certains portraits, manière pour moi voilà, de convoquer, de m'attacher à la part invisible de cette histoire, hein, ce que je n'avais pas fait en Guadeloupe, et manière aussi de convoquer des mémoires plus intimes, effectivement, que celles habituellement convoquées par les photographies de paysages que je peux réaliser par ailleurs. Voilà, petit écho à mon actualité personnelle. Alors, merci à tous les quatre. Je vais reprendre un petit peu la main parce qu'on est déjà, c'est vraiment un plaisir de vous écouter tous les quatre et je pense qu'on pourrait le faire pendant des heures, mais on est déjà malheureusement arrivé à la fin de l'heure. Donc, merci pour toutes ces magnifiques questions, Corinne et Jennifer, et Estelle, Sarah et Sylvain. Merci aussi pour vos réponses qui nous donnent beaucoup à réfléchir entre ces relations
entre paysage et société, mais aussi entre les mots et les images. Alors, je vais ouvrir la discussion au public. Si vous souhaiteriez poser une question, soit à Sylvain ou à Estelle Sarah ou même les deux, n'hésitez pas à soit à intervenir dans le chat, mais aussi à prendre la parole avec votre vidéo et votre voix même. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis on vous donnera la main. Donc, je dois déjà dire que beaucoup de personnes découvrent votre livre aujourd'hui et ont hâte de le feuilleter très prochainement. Donc, vous leur avez donné envie. Bon, bah, C'est tant une mieux, bonne chose. tant mieux. On en est ravis. Alors moi, si je peux me permettre, je vais peut-être poser une question moi, parce que j'en avais beaucoup déjà de base en feuilletant votre livre, mais aussi en fonction de vos réponses variées et approfondies. Donc vous avez énormément montré, j'ai envie de dire, l'empreinte humaine sur le paysage, avec ces photos qui retracent la Guadeloupe dans le temps. Et puis tout à l'heure, quand je vous ai écouté, Estelle Sarah parler de cette tragédie dont vous avez été témoin, et on pourrait dire tragédie, mais en même temps aussi le courage de votre papa qui a quand même réussi à sauver une vie, euh, je repensais à cette notion d'intranquillité que vous avez tous les deux développée au début. Et je me disais aussi, cette intranquillité aussi, c'est pas. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de rébellion, de résistance du paysage à l'empreinte humaine? Vous voyez, ce paysage qui refuse de se laisser faire quand on décaisse le sable, quand on mange un petit peu son littoral, comme vous avez mentionné ça tout à l'heure, de refuser un petit peu le contrôle de cet homme, de l'homme, pardon, de l'humain, pour en montrant justement la fragilité de l'humain face au paysage. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Donc cette intranquillité qui redonne un petit peu d'agentivité à l'environnement même, plutôt que de subir l'empreinte humaine. Sylvain, tu veux commencer? Oui, mais peut-être en écho à votre question, je pense en fait au volcan, qui est un motif enfin, un motif paysager évidemment majeur de l'archipel qui vient, que j'avais peu photographié dans le cadre de l'observatoire et qui vient pourtant au final au centre de l'ouvrage. J'ai ressenti le besoin, dans la perspective du livre, en fait, de réaliser cette image qui est au cœur du livre, qui est une image du Python d'Olomieux, qui est une image qui est présentée, je ne sais pas si on veut la voir en page 52-53. Et c'est une image qui, quelque part, est un peu à part dans l'ouvrage, dans le sens où c'est une image que j'ai réalisée quelques heures avant mon retour en 2022. Voilà, cette image qui est à droite. Je suis monté trois jours de suite au sommet, dans l'espoir effectivement de photographier ce motif que je trouvais assez incroyable, que j'avais vu sur une photographie début 20e ou fin 19e, une photographie en noir et blanc évidemment. Et je voulais absolument le retrouver, essayer de le photographier. Et c'est un endroit, le volcan, où évidemment, ce n'est pas le seul, il y a le littoral aussi, mais en certains points, mais on sent cette puissance et une forme de cette puissance des forces naturelles et une sorte évidemment de rééquilibrage des forces en présence. Quand je parlais tout à l'heure euh, de paysages hybrides, là évidemment, voilà, on rebascule quelque part du côté du naturel, mais il y a évidemment derrière cette notion d'instabilité qui se déploie à l'endroit de notre livre. Euh, je vous citais tout à l'heure ce texte qui t'avait été commandé à Estelle Sarah, comme ça, dans un tout premier temps en 2020, dans lequel tu exprimes ça avec force. Euh,
ces forces-là, évidemment, sont à l'œuvre et résistent, évidemment, à un aménagement qui serait un aménagement exclusivement voilà, descendant et qui ne tiendrait pas compte euh, de la Terre, quoi. Je ne sais pas si ça répond voilà, à votre question. Alors, moi, je serais plus prudente sur l'idée de résistance parce que se dire que la nature résiste, à la limite, ça aurait quelque chose d'un peu rassurant. On pourrait se dire, voilà, la nature peut nous donner une bonne claque quand on va trop loin et puis remettre les choses dans l'ordre. Malheureusement, je constate en Guadeloupe que ça n'est pas le cas. Alors, c'est vrai que le volcan reste un des territoires encore sauvages parce que d'abord, il y a un parc naturel régional à cet endroit-là. Donc, ça a permis quand même de protéger un petit peu cette nature somptueuse. Et parce que le volcan est là et qui fait partie effectivement de cette intranquillité, hein, puisqu'il peut rentrer en éruption à n'importe quel moment, donc ça empêche quand même de l'investir et de construire trop haut. Néanmoins, de là à dire que la nature résiste, malheureusement, elle est fragile sur cet archipel et pour l'instant, je vois plutôt qu'elle capitule et qu'elle recule, mais cette capitulation elle-même nous met en danger puisqu'on n'est pas extérieur à cette nature, on est dedans. Donc, c'est pas que on est deux forces en présence, la force humaine, la force naturelle, et que la force naturelle résiste à la force humaine. C'est que en détruisant la force naturelle, on se détruit soi-même. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en Guadeloupe. Par exemple, je ne sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive dans la discussion, mais il y a le gros problème du chlordécone, ce pesticide qui imprègne totalement ce côté de l'île, justement, le côté volcanique, puisque c'est là qu'il y avait la culture de la banane, vu que le sol est extrêmement fertile. Donc, c'est là que les planteurs de bananes ont cultivé à outrance et pour se débarrasser du charançon de la banane, ils ont épandu beaucoup de produits toxiques, produits qui étaient eux-mêmes interdits dans l'Hexagone au même moment, hein. Donc, il y a eu des exemptions pour la Guadeloupe et la Martinique, ce qui fait que la population antillaise est la population qui a le plus fort taux de cancer au monde à cause de ce pesticide. Et ce pesticide a si bien imprégné la terre que ça a ruisselé dans les rivières, décimant les populations de wassous. Les wassous, c'est les écrevisses locales, hein. Donc voilà, qui ont été décimées, polluant les poissons, polluant la mer, puisque les rivières finissent évidemment dans la mer, donc impossible de pêcher du poisson à certains endroits et rendant les sols impropres à la culture de fruits et de légumes pour à peu près 700 ans. Donc la nature a beau être très très belle visuellement encore aujourd'hui, on sait que la terre est empoisonnée et que pour l'homme en tout cas, elle n'est plus source de croissance et de bien-être comme elle l'a été il y a encore 50 ans. Donc, et puis on voit les sargasses arriver aussi, envahir les plages. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que la nature résiste quand le danger est naturel lui-même. C'est-à-dire que quand il y a des cyclones, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, pas de problème. La nature se remet extrêmement vite. C'est-à-dire qu'il y a un cyclone, 3 semaines après, on n'en voit plus la trace, tout a repoussé, tout est à nouveau magnifique. Quand ce sont des atteintes non naturelles, humaines, moi j'ai tendance à dire que c'est irréversible. Vous voyez, là, 700 ans pour le chlordécone, les trous dans la baie du Moule, ben, ils sont là pour plusieurs centaines d'années aussi, sans doute. Donc la nature ne se remet pas tant que ça, n'a pas les moyens à cette petite échelle de l'île d'une vraie résistance. La résistance, elle peut être qu'humaine. C'est nous qui devons résister contre ces assauts, contre la nature, qui sont aussi des assauts contre nous-mêmes. Donc voilà, j'aurais un point de vue un peu moins rassurant sur cette idée-là. Je ne sais pas si dans mon esprit c'était si rassurant que ça, c'était plutôt l'évocation peut-être même dans quelque chose une forme de préfiguration
pour le coup, préfiguration, elle est déjà présente, mais de la crise écologique et des termes que tu rappelles avec des termes forts, mais où effectivement les forces naturelles euh, peuvent se montrer évidemment extrêmement destructrices, mais au sens où, à partir du moment où on ne les prend pas en compte dans la manière de construire, dans la manière d'habiter l'espace, voilà, que ce soit dans le choix des espaces où on construit, des matériaux que l'on choisit. C'est à cela que je faisais allusion, effectivement, en évoquant ce site, voilà, ce site où on ressent effectivement la puissance de la Terre. Voilà. C'était plutôt dans Oui, cette idée-là. Sinon, oui, oui, non, moi c'était je plutôt te par rapport à la rejoins question. pleinement. Oui, oui. C'était juste pour répondre à la question, est-ce que la nature nous rappelle à l'ordre ou résiste? Je pense que ce sera à nous de résister à ce que l'homme peut faire à l'homme, hein, parce que c'est vraiment la population qui en paye le plus grand prix, hein, de ces atteintes. Merci à tous les deux pour cette belle réponse. Et puis aussi cette réponse avec justement divers points de vue qui reflètent aussi le paysage guadeloupéen en ce sens. Euh, donc on va clore la discussion pour aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement à vous quatre encore une fois pour cette belle discussion. Merci. J'invite Estelle, Sarah et Sylvain à rester une petite minute en plus avec les membres de Croisement Voix. Et puis pour le reste, à notre prochaine discussion Croisement Voix qui se tiendra en janvier. Donc merci à tous et au revoir. Merci Au pour votre revoir, invitation. merci. Au revoir.